La notion de travail d'une force et d'énergie mécanique en terminale S. Le travail mécanique d'une force, énergie fournie par cette force au système qu'il a subi lorsqu'il se déplace. Pour qu'une force travaille, il faut que son point d'application se déplace. Sur ce schéma, on voit qu'une force s'applique sur un système d'un point A à un point B. On a bien le point d'application de la force qui se déplace. Donc le système va bien subir un travail de la part de cette force entre le point A et le point B. Ce travail est une énergie qui pourrait être soit positive, soit négative. La valeur du travail va dépendre bien sûr de différents paramètres, comme la longueur du déplacement, la valeur de cette force et la direction de cette force par rapport à celle du déplacement. Intéressons-nous maintenant au travail d'une force constante. Une force constante, c'est une force qui garde au cours du temps la même direction, le même sens et la même intensité. Par définition, le travail de cette force constante, travail qui se note W, entre le point A et le point B, c'est le produit scalaire entre le vecteur force et le vecteur déplacement. Ceci correspond à une valeur algébrique qui est le produit de l'intensité de F fois la longueur du déplacement fois le cosinus de l'angle entre le vecteur force et le vecteur déplacement, qui est noté ici alpha. Le travail est une énergie en joules, la force s'exprimera en newton, le déplacement en mètres, et l'angle en degrés ou en radians selon le réglage de votre calculatrice. On va maintenant donc visualiser un petit peu plus la chose en regardant le travail effectué par ces forces entre le point A et le point B avec différents trajets. Trajet numéro 1, la ligne droite. On trouve que le travail vaut 10 joules. Trajet 2, on monte et on descend avant de revenir au point B. On retrouve une valeur de 10 joules. Trajet 3, on retrouve 10 joules. Et trajet 4, un peu plus biscornu, on retrouve aussi une valeur de 10 joules pour ce travail. Dans les 4 cas, on peut s'apercevoir que, quel que soit le chemin suivi, le travail de la force F entre le point A et le point B est toujours égal à 10 joules. Alors comment le comprendre? La force F a une action horizontale vers la droite. Donc si on se déplace vers la droite, par exemple de 2 carreaux, on a un travail de 2 joules. Dans cette direction, dans ce sens, la force F apporte bien de l'énergie au système. Si on monte la force F, ce n'est pas elle qui peut faire monter le système. Donc le travail de cette force, lorsqu'on se déplace verticalement, est nul. Que l'on monte d'ailleurs ou que l'on descende. Maintenant, si je retourne vers la gauche, cette fois-ci la force va s'opposer au déplacement. Et l'énergie du système va diminuer. Donc, globalement, il se passe quoi de toute façon lorsqu'on se déplace du point A au point B? On va se déplacer de façon latérale de 10 carreaux vers la droite. Et quel que soit le chemin suivi, le travail de la force sera toujours de 10 joules. On peut s'amuser à calculer le travail de cette force. Le travail W entre le point A et le point B de F, c'est le produit scalaire entre F et le vecteur déplacement, c'est-à-dire la norme de la force, qui vaut ici 10 newtons, fois le déplacement AB, j'ai 10 carreaux de 10 cm, donc j'ai un déplacement d'1 mètre, et cosinus de l'angle entre les deux vecteurs, ici il vaut 0, donc 1 fois 10, fois le cosinus de 0 qui vaut 1, on trouve bien 10 joules. Pour résumer les choses, les forces sont dites conservatives lorsque le travail ne dépend pas du chemin suivi, mais que du point de départ et du point
d'arrivée, comme la force hydrostatique et le poids qu'on a vu au chapitre précédent. Donc ici, quel que soit le chemin entre le point A et le point B, le travail de la force ne dépend que de la distance qui sépare le point A et le point B, c'est-à-dire la longueur du segment AB. On va distinguer différents cas. Le premier cas, l'angle entre le vecteur force et le vecteur déplacement est plus petit que 90 degrés. On voit ici sur le schéma que cette force F va bien aider au déplacement entre le point A et le point B. Dans ce cas-là, le travail fourni par cette force F au système sera positif. On dit que le travail est moteur. Deuxième cas, l'angle entre le vecteur F et le vecteur déplacement AB est plus grand que 90 degrés. On voit bien que cette force s'oppose plutôt au déplacement entre le point A et le point B. On aura donc un travail qui sera négatif. La force F, par son travail, fait perdre de l'énergie au système. On parle de travail résistant. Dernier cas, le vecteur F et le vecteur AB sont perpendiculaires. Le travail de la force va être nul. Le travail du poids, ici sur cette figure, entre A et B sera bien nul, par exemple. Pourquoi? Parce que ce vecteur P sera toujours perpendiculaire au déplacement AB, contrairement au vecteur F, lui, qui effectuera un travail moteur. On va distinguer trois cas. Le premier cas, c'est le cas où l'angle est plus petit que 90 degrés entre le vecteur F et le vecteur déplacement travail moteur. Lorsque l'angle est plus grand que 90, le travail est dit résistant, et lorsque l'angle vaut 0, plutôt 90 degrés, le travail est nul. Contre-exemple ici, le travail de la force de frottement. On voit que le vecteur F n'est pas constant au cours du déplacement 2, contrairement au déplacement 1, ce qui veut dire que le travail de la force de frottement F va dépendre du chemin suivi. Donc F n'est pas une force conservative. Intéressons-nous maintenant au travail du poids avec deux exemples. Premier exemple, on va se déplacer du point A au point B et du point B au point C. Donc le travail du poids entre A et C, c'est P scalaire AC. On va décomposer AC en deux vecteurs AB et BC, d'où cette expression-là. Ensuite, on peut remarquer que P et AB sont perpendiculaires, que P et BC sont collinaires. Donc si on reprend l'expression des cosinus, là on rend un angle de 90 degrés, ici un angle de 0. Cosinus 90, ça vaut 0. Cosinus 0, ça vaut 1. Il nous reste que le travail de AC du poids, c'est P fois BC. Deuxième cas, la caisse va directement du point A au point C. Donc on va retrouver que le travail de AC de P, c'est P fois AC fois cosinus de l'angle entre le vecteur P et le vecteur AC, l'angle θ. Dans ce triangle rectangle, on peut remarquer que AC l'hypoténuse, BC côté adjacent à l'angle θ. Donc on a AC cos θ qui vaut BC. Et on retrouve que le travail entre A et C de P, c'est P fois BC. Donc on demande de nouveau que P est bien une force conservative, parce que son travail ne dépend pas du chemin suivi. Si on retrouve une expression un peu plus simple du travail du poids, j'ai repris l'expression de tout à l'heure, le travail de AC de P, c'est P fois BC, j'ai repéré les altitudes, les différents points avec la lettre Z. On peut remarquer que BC, c'est ZB moins ZC. Comme ZB vaut ZA, je peux remplacer par ZA moins ZC. Et je trouve au final que le travail du point entre A et C, c'est M fois G fois ZA moins ZC. Donc au niveau de la position, le travail du poids ne dépend que de la différence d'altitude entre le point de départ et le point d'arrivée. Ce qui nous donne deux cas possibles. Lorsque le système descend, ZA sera plus grand que ZC, le travail sera moteur. Lorsque le système
monte, de CA à B ou de A à par exemple, ZC moins ZA sera négatif, donc le travail sera résistant. Autre cas, le travail de la force électrostatique. Entre deux points A et B de deux armatures d'un condensateur. Le travail de la force électrostatique, c'est F pour du scalaire AB. Donc F, le voilà ici, le vecteur AB était là. Donc ça donne bien FE fois AB fois le cosinus de l'angle entre ces deux vecteurs, l'angle alpha. On voit sur la figure que AB cos alpha vaut D. Donc on va avoir travail de F qui vaut FE fois D. On sait que FE est égal à Q fois E, que E c'est UAB sur D. Donc si on remplace FE par QE et E par UAB sur D, on obtient au final que le travail entre A et B de F c'est Q fois UAB. Alors on fait quand même attention, hein, parce que je n'ai pas fait du tout référence au signe. D'après ma figure, FE et E étant dans le même sens, la charge Q est positive. Si elle est positive, là j'ai l'armature moins l'armature plus, donc UAB est positif. Donc tout ceci c'est positif. Ce qui pose donc aucun problème parce que une norme se doit d'être positive. Donc FE égale Q, c'est bien positif. E égale UAB sur D, est bien positif. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer qu'on ait une charge négative, que UAB soit aussi négatif. Donc, on pourra avoir un travail moteur ou un travail résistant. Donc, l'expression générale du travail d'une force électrostatique entre deux points A et B, c'est Q fois UAB, avec Q et UAB en valeur algébrique. À vous d'étudier la situation en avance pour savoir si le travail est moteur ou résistant. En regardant si la charge va être attirée ou repoussée. Si elle est attirée, le travail sera moteur. Si elle est repoussée, le travail sera résistant. Intéressons-nous maintenant à l'énergie mécanique. L'énergie mécanique est la somme de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. EC, c'est 1 demi de mv au carré. EP, dans le champ de pesanteur, c'est m fois g fois z, l'altitude. Et dans le champ électrique, c'est Q fois V, V étant le potentiel électrique en volts. Une tension correspond à une différence de potentiel. Par exemple, UAB, c'est potentiel en A moins potentiel en B. On a étudié en TP 2K la trajectoire parabolique d'un projectile, le béret. On a vu qu'on avait bien EC plus EP qui donnait une constante correspondant à l'énergie mécanique. Même chose pour la chute de la barre verticale avec EM qui est quasiment constante au cours du temps. Dans ces deux cas, la seule force qui s'applique est la force conservative, qui est le poids. C'est vrai que si on regarde un petit peu plus en détail, on voit quand même qu'au cours du temps, EM diminue pour les deux systèmes étudiés. En effet, il existe dans les deux cas une force de frottement qui va fournir un travail résistant et qui va faire diminuer l'énergie mécanique du système au cours du temps. Donc on fera souvent par la suite des approximations en négligeant ces forces de frottement. Prenons maintenant le cas du champ de pesanteur. On va supposer un déplacement d'un point A à un point B. Si on suppose que seul le poids travaille, on aura conservation d'énergie mécanique, on aura EM en A qui vaut EM en B. Si on remplace EM par son expression en fonction de EC de EP, voici la relation entre ce qui se passe en A et ce qui se passe en B. Après, on peut remplacer EC et EP par leurs expressions respectives, ce qui fait que 1 demi de MVA au carré plus MGZA donne 1 demi de MVB au carré plus MGZB. Je transpose le 1 demi de MVA du côté droit, le MGZB du côté gauche, voilà qui est fait ici, et on obtient moins delta EP vaut delta EC.
Alors delta en physique veut dire variation. La variation, c'est les données à l'état final moins les données à l'état initial. L'état final, c'est ce qui se passe au point B, l'état initial, c'est ce qui se passe au point A. Donc là, c'est bien état final moins état initial, delta EC. Ici, c'est l'inverse, donc moins delta EP. Si on fait le lien avec le calcul du travail du poids qu'on a vu précédemment, on voit que le travail du poids entre A et B, c'est mgza moins mgzb. Ce qu'on retrouve ici, donc finalement, le travail du poids, c'est moins la variation d'énergie potentielle, et ça correspond à la variation d'énergie cinétique. Si on prend maintenant le cas du champ électrique, le travail de la force électrique entre A et B, c'est, on l'a vu, Q fois UAB. UAB, c'est VA moins VB. Q fois VA, c'est l'énergie potentielle en A. Q fois VB, c'est l'énergie potentielle en B. Donc on retrouve ici moins delta EP. La force électrique étant conservative, la variation d'énergie mécanique est nulle. Donc on a EMA qui vaut EMB. Pareil, on fait une transposition comme la page précédente. Et là on retrouve que la variation d'énergie cinétique vaut moins la variation d'énergie potentielle. Et c'est égal au travail de la force. À quoi cela peut servir? Cela peut servir à calculer la vitesse d'un électron à la sortie d'un canon à électrons, par exemple. Un filament a été chauffé, ce filament va émettre des électrons. Ces électrons vont arriver à une vitesse très faible au niveau de la cathode qui est ici. Et ils vont être soumis à un champ électrique qu'il y a entre la cathode et l'anode et vont donc être accélérés. On peut voir ici par exemple que pour une tension entre les deux électrodes de 300 volts, les électrons vont atteindre une vitesse de 1 fois 10 puissance 7 mètres par seconde environ, ce qui est une vitesse très importante. Alors comment on calcule cette vitesse? On reprend ce qui est marqué là-haut. La variation d'énergie cinétique est égale à Q fois UAB. Si on suppose qu'à l'entrée du canon électron, la vitesse des électrons est proche de 0, on aura ECA qui vaudra 0, il restera ECB qui vaut Q fois VAB. ECB c'est 1,5 de mvb au carré. Et voilà comment on peut relier masse, vitesse, charge et tension, et ensuite calculer les vitesses des électrons à la sortie du canon. Un exemple d'application, on va considérer qu'on lâche une bille du point A et elle va atteindre le sol au point B. On néglige les forces de frottement. Dans ce cas, seul le poids travaille et la variation d'énergie mécanique au cours du déplacement sera nulle. On aura EM en A qui vaut EM en B, ECA plus EPA qui vaut ECB plus EPB. On remplace les expressions EC-EP par 1,5 de mv au carré plus mgz. On fait un point sur les données du problème. L'attitude du point A c'est h, l'attitude du point B c'est 0. La bille est lâchée, donc la vitesse en A c'est 0. Donc si on remplace ces données dans l'expression d'à côté, on obtient mgh égale 1,5 de mvb au carré. On peut ensuite par transposition isoler donc V et le calculer. Là on voit que la vitesse de la bille atteindra 14 mètres par seconde. On a aussi en TP étudié l'oscillation d'un pendule. Alors qu'est-ce qui se passe? Au départ, il a son amplitude maximum. Donc EP est à son maximum, mais la vitesse est nulle, donc EC vaut 0. Ensuite, le pendule prend de la vitesse et pas de l'altitude. Donc on aura une augmentation de EC, une diminution de EP au cours du temps. Et la somme des deux sur un temps très court vaudra l'énergie mécanique et sera constant. En réalité, sur un temps plus long, il se passe quoi? Les forces de frottement vont agir. En effet, au cours du temps, le pendule oscillera
de moins en moins haut, et l'énergie mécanique va diminuer à cause des forces de frottement. Je reviens sur ce premier schéma. L'énergie mécanique se conservant, on peut dire que le système est soumis au travail de forces conservatives. Quand on regarde bien, par contre, on a deux forces qui s'appliquent, le poids et la tension du fil. La tension change de direction au cours du temps, donc ce n'est pas une force conservative, mais cette tension est toujours perpendiculaire au déplacement, ce qui fait que le travail de cette force est nul. On peut donc considérer que seul le poids travaille, et on retombe dans le cas d'un système pour lequel l'énergie mécanique se conserve. On peut montrer tout ça avec l'animation. Dans le cas d'un système non amorti, l'angle maximum formé par le pendule reste toujours le même. Donc, la transformation d'énergie potentielle en énergie cinétique, mais la somme des deux reste constante au cours du temps. Là, c'est le cas idéal où seul le poids travaille. En réalité, la plupart du temps, le pendule est amorti par les forces de frottement de l'air. Et dans ce cas-là, sûrement mais lentement, l'énergie mécanique diminue au cours du temps. Cette diminution de l'énergie mécanique est due au travail des forces de frottement. Donc si on connaît la valeur de l'énergie mécanique à un instant T1 et qu'on la connaît aussi à un instant T2, la différence, la variation de l'énergie mécanique sera négative. Pourquoi? Parce que la valeur finale sera toujours plus petite que la valeur initiale et correspondra, cette variation, au travail résistant des forces de frottement.